Le garde des Sceaux sous le tir croisé de l'opposition à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre lui apporte son soutien. La Cour de cassation confirme le juge Boulouk dans l'instruction du dossier des attentats de Paris. L'attentat meurtrier à Madrid la nuit dernière porte la marque de l'ETA. Sommet franco-espagnol en ce moment à Montpellier. Le Premier ministre Felipe González est l'invité du journal. La contestation nationaliste en Union soviétique, 3 soldats tués en Azerbaïdjan, manifestation monstre à Bakou et en Arménie. Vers le recensement informatique des malades du sida, la Commission nationale informatique et liberté a donné le feu vert. Pas de coloriage pour les chefs-d'œuvre du cinéma tournés en noir et blanc, la justice en interdit la diffusion en France. Madame, Monsieur, bonsoir. Une femme et 5 hommes ont ce soir la vie sauve. La grâce présidentielle dont ils ont bénéficié en Afrique du Sud n'a pas seulement valeur de clémence, elle a valeur de symbole et d'une victoire. En Afrique du Sud, donc, le président Botha vient pour la première fois de préférer l'intérêt diplomatique aux arguments intérieurs et de céder de façon spectaculaire à la pression que depuis des mois exerçaient sur lui et sur son régime les gouvernements occidentaux. Il a gracié les 6 de Sharpeville, tous noirs, qui avaient été condamnés à mort par la justice de l'apartheid. Jacques Merlino. 3 septembre 1984, le conseil municipal de Sharpeville, 70 km au sud de Johannesburg, vote une soudaine et forte hausse de loyer. Réaction immédiate, la population se soulève, fait le siège des domiciles des élus et massacre 4 d'entre eux. Parmi les personnes arrêtées à la suite de ces émeutes, une femme et 5 hommes. En septembre 1985, ils sont condamnés à mort. Mais leur procès suscite très vite une forte mobilisation de l'opinion internationale. La faiblesse des charges pesant sur les accusés, les conditions ayant donné lieu à ces émeutes font que les gouvernements occidentaux, et en premier lieu Londres et Washington, réclament avec beaucoup d'insistance leur grâce. Ils ont donc été entendus aujourd'hui. Les 6 de Sharpeville ne seront pas pendus. Cette décision, et ce n'est sans doute pas un hasard, intervient alors qu'un règlement est en vue dans le conflit armé qui oppose depuis plusieurs années Afrique du Sud et Angola. Le plan de paix, actuellement en négociation sous les auspices des États-Unis, doit également aboutir à l'indépendance de la Namibie. Cette détente internationale, dont on peut attendre qu'elle profite également au leader nationaliste Nelson Mandela, qui est toujours emprisonné. La politique et la justice, même dans une démocratie, nourrissent souvent des rapports ambigus qu'une polémique suffit à enflammer. L'inculpation vendredi dernier du juge Boulouk pour violation du secret de l'instruction dans une affaire de terrorisme, cette affaire alimente, vous le savez, depuis plusieurs jours, les attaques de l'opposition contre le gouvernement et singulièrement contre le garde des Sceaux. La justice, elle, suit son cours. Inculpation ne veut pas dire culpabilité et la Cour de cassation a refusé aujourd'hui de suspendre l'instruction du dossier terroriste entreprise par le juge Boulouk qui poursuit donc son travail. La politique, elle, s'est emballée cet après-midi à l'Assemblée nationale lors des questions d'actualité, attaques en série, insultes et montée au créneau du Premier ministre pour calmer le jeu et défendre son garde des Sceaux, Pascal Guimier. Pas un bouton de guêtre ne manquait, on allait voir ce qu'on allait voir. Tir groupé contre le garde des Sceaux après l'inculpation du juge Boulouk. Première salve, Ladislas Poniatowski, UDF, fils de Michel. La question n'est cependant pas tant de savoir pour quelle raison vous avez prétendu ne pas être au courant, mais de savoir si vous avez réellement la volonté de lutter contre le terrorisme, monsieur garde des Sceaux. Épreuve du feu pour le ministre de la Justice, tir de barrage. Vous osez prétendre que je ne suis pas totalement engagé dans la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui vous permet de me faire ce procès en sorcellerie? Soutien appuyé, très appuyé du gouvernement, logistique fournie par le groupe socialiste, debout comme un seul homme. Jean-Pierre Michel, ancien magistrat, venu à la rescousse, coup de semonce en rafale. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Michel Crépeau sort l'artillerie lourde et en une petite phrase, tout bascule. De mon respect, en disant à M. Poniatowski qu'on ne peut certes pas lui reprocher les forfaitures de son père, mais qu'il porte un nom qui devrait l'inciter à se taire.
La guerre aura bien lieu, sortie de l'opposition en rang serré et communiqué du front délivré en salle des 4 colonnes. C'est absolument indigne que l'on puisse se lancer dans des attaques personnelles, qu'on attaque un père à travers son fils. Demande d'excuses publiques, refus tout aussi public de Michel Crépeau. Les gros calibres du RPR remontent alors au micro. Pierre Mazeaud, ancien juge d'instruction, se fait procureur. Et Jacques Toubon, lui, demande la démission du garde des Sceaux. Riposte au coup par coup du ministre avant que Michel Rocard lui-même ne monte au créneau. À travers cette malheureuse affaire, certains ne résistent pas à la tentation de poursuivre des objectifs politiques. Jamais l'affrontement droite-gauche ne fut donc plus vif. Au Palais Bourbon, le port du badge est certes obligatoire, mais celui du gilet pare-balles reste facultatif. Le Premier ministre Michel Rocard, qui était donc resté à Paris pour cette séance à l'Assemblée, rejoindra demain matin Montpellier, où le président Mitterrand et le chef du gouvernement Felipe González ont ouvert tout à l'heure un nouveau sommet franco-espagnol. Une douzaine de ministres des deux pays participent aux travaux qui porteront sur les relations bilatérales et aussi sur la coordination des deux présidences que l'Espagne puis la France doivent assumer à la tête de la communauté européenne l'an prochain. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sorti pour nous de ces premières discussions. Est-ce que l'Europe était déjà à l'ordre du jour de votre premier tête-à-tête avec le président Mitterrand tout à l'heure? Oui, c'est comme ça. On a étudié les problèmes immédiats. Je vais vous dire, on a parlé des problèmes monétaires, des dimensions sociales. On a parlé aussi d'autres problèmes comme l'audiovisuel, qui a été proposé par le président Mitterrand il y a quelque temps. Je crois qu'il faut les développer, tous les 3 dossiers, au niveau interne, dans la communauté, pour signaler les plus importants. Monsieur González, les problèmes intérieurs espagnols, en tout cas le terrorisme, font aussi partie, entre la France et l'Espagne, des problèmes bilatéraux. Vous allez sûrement en discuter, puisque la nuit dernière, encore à la veille donc de ce sommet, un attentat à la voiture piégée a fait 2 morts et une quarantaine de blessés en plein Madrid. Michel Montpontet. 2 morts, dont un enfant de 3 ans, plus de 40 blessés. Une fois de plus, en plein cœur de l'Espagne, le terrorisme basque a tué. L'organisation ETA militaire prouve qu'elle peut frapper où elle veut. Hier soir, le quartier général de la police espagnole au centre de Madrid, mais aussi quand elle veut. Quelques heures plus tard, le sommet franco-espagnol s'ouvrait à Montpellier. C'est de cette manière que l'ETA veut rappeler aux 2 gouvernements que rien n'est réglé dans le problème basque. ETA, 3 lettres, plus de 600 morts en 25 ans. Des militaires, des policiers, mais aussi des civils et parmi eux 12 enfants. Malgré cette barbarie, ils sont des dizaines de milliers au Pays basque espagnol à scander, comme ces manifestants, Gora eta militarak, vive l'ETA militaire. Pourtant, tout a été tenté pour réduire ou anéantir l'ETA. 1984, début de la coopération franco-espagnole en matière de terrorisme. Arrestation, extradition, expulsion en masse de réfugiés, plus de 200 en 2 ans. Recours aux barbouzes du Gall, auteur, eux, de 27 morts. 100 fois, l'ETA est annoncé moribond. 100 fois, l'ETA prouve sa détermination et défie Madrid. Vous devez négocier avec nous, répète inlassablement ETA. Pas question, répond Madrid, tant que vous continuerez de tuer. Dans ce dialogue de sourds, Felipe González s'est-il résolu à vivre avec le terrorisme, un terrorisme qu'il qualifie lui-même de cancer de la démocratie? Monsieur González, vous avez tout essayé, semble-t-il, contre l'ETA. Est-ce que ce dernier attentat prouve d'une certaine manière l'impuissance de votre gouvernement? Bon, vous savez, les problèmes du terrorisme, c'est toujours comme ça. On a diminué la capacité des actions de ce groupe violent, terroriste, mais en tout cas, quand on est en présence d'une action comme ça, même si c'est une action, pas de plusieurs actions qu'on faisait avant, si terrifiant, vous savez, on perd tout à fait la dimension du problème. Nous avons dit que si les terroristes abandonnent ces luttes et ils ne sont pas inculpés pour délit de sang, ils ne sont pas été criminels, nous sommes en disposition de les faciliter la réinsertion
dans la société espagnole. Mais en tout cas, les gens qui ont commis des délits de sang, ils doivent payer logiquement en justice pour ces délits. C'est comme ça que nous avons dit depuis toujours, aucune négociation politique, aucune cession aux pressions du terrorisme. Ça doit être clair, c'est logique du point de vue démocratique, on ne va pas céder. Hier encore, la France a extradé un membre présumé de l'ETA. Est-ce que vous souhaitez que Pierre Joxe, comme Charles Pasqua, exerce une politique plus musclée encore vis-à-vis des Basques espagnols réfugiés en France? Je suis convaincu que le gouvernement français et les ministres de l'Intérieur est tout à fait décidé à empêcher aucun type d'activité de terroristes dans le sud de la France. Monsieur González, est-ce qu'une démocratie comme la vôtre a le droit d'employer tous les moyens, y compris ceux du GAL, que l'on dit manipulés par des policiers proches des plus hautes autorités de l'État espagnol? Vous savez, je ne crois pas qu'il y a, du point de vue démocratique, le droit à employer tous les moyens. Même quand les groupes terroristes ils déclarent qu'ils sont en guerre. Il doit être très clair à cet égard. Aucune implication, aucune protection pour des actions illégales. Aucun. Mais en tout cas, il faut reconnaître que ce type de gens, ils sont déjà terrifiants. Monsieur González, vous allez donc prendre à partir du 1er janvier la présidence du Conseil communautaire européen. C'est aussi une manière de prouver que l'Espagne, grâce à son formidable dynamisme économique, n'est plus à la traîne de l'Europe. Un exemple, près de Barcelone, une Silicon Valley à l'espagnol qu'a visité Françoise Joly. Certains l'appellent la creatura, la créature. D'autres plus branchés la surnomment Silicon Valles, la Silicon Valley. Le modèle est donc américain pour un pari à l'espagnol. À 20 km de Barcelone, on s'apprête à recevoir près d'une centaine d'entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. Et c'est cet homme qui en a eu l'idée, le maire de Sabadell, une ville à la périphérie de Barcelone. Un maire pas très orthodoxe, communiste, il range volontiers son idéologie au vestiaire quand il parle affaires, car sa doctrine, c'est avant tout le réalisme. Nous, les communistes, pensons qu'il y a dans ce pays des structures économiques qu'il faut changer, mais pourtant elles existent et on ne peut pas les ignorer. Alors, nous voulons discuter avec tout le monde pour nous mettre d'accord sur des points précis qui font l'unanimité. Et c'est donc grâce à l'unanimité entre plusieurs municipalités et la province de Catalogne que 2000 emplois vont être créés ici, dans la Silicon Valley. Autre réalisme à l'espagnol, c'est l'exemple d'Anna. À 26 ans, c'est elle qui a en main ce grand chantier avec une idée fixe, rendre son pays très attractif aux capitaux étrangers. Il manquait un projet qui regroupe les entreprises, qui les dynamise, qui contribue à leur promotion. Il manquait un lieu adéquat pour l'implantation des entreprises et pour attirer les multinationales qui désirent investir en Catalogne. L'investissement étranger, un des principaux moteurs de l'expansion espagnole, américains, japonais ou européens, ce sont eux qui contrôlent plusieurs industries, comme notamment la chimie ou l'automobile. L'investissement, surtout dans la communauté européenne, n'a plus de couleurs et de drapeaux. L'investissement doit être rentable et intéressant. L'Espagne veut aller vite pour se développer et se hisser au niveau de ses partenaires européens, mais avec un obstacle de taille, près d'un Espagnol sur 5 est au chômage, le record d'Europe. Monsieur González, entre la France et l'Espagne, il y a un gros contrat en jeu, le contrat du TGV, que se disputent aussi les Allemands et les Japonais. Alors, une question très directe, est-ce que la France va obtenir le contrat du TGV espagnol? Bon, vous savez, ça serait, de mon côté, ça serait impossible de dire une chose comme ça. Vous savez, il y a une évaluation technique, économique et industrielle dans ces contrats, et il y en a des entreprises impliquées. Pas seulement l'entreprise de chemin de fer en Espagne, il y en a d'autres impliquées dans ces contrats. Il faut les entendre pour savoir quelle est la décision du point de vue économique, technique et industriel. En tout cas, je vais vous dire, nous sommes plutôt favorables en général à une option européenne et dès dans l'Europe, nous sommes plutôt favorables à nous faire comprendre entre nous, tous les Européens, vis-à-vis des marchés uniques, ça serait logique. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Merci à vous.
Conseil des ministres ce matin à l'Elysée. Le prochain calendrier électoral est fixé. Les municipales auront lieu les 12 et 19 mars 89, les européennes le 18 juin. Le Conseil a adopté par ailleurs le collectif budgétaire de fin d'année, une enveloppe de plus de 42 milliards de francs qui serviront à financer des dépenses supplémentaires par rapport au budget initial. Le gouvernement persiste dans l'erreur, estime le RPR, qui souligne que la dépense publique en absorbera la majeure partie. Toujours des grèves partielles, notamment au PTT, dans des centres de tri comme à Lyon et à Amiens. À la RATP, encore des perturbations aujourd'hui. Négociations demain entre direction et syndicats. La libération des militants kanaks évoquée tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Le pardon n'est pas un oubli, a déclaré le garde des Sceaux, qui a précisé que la libération s'est faite dans le respect de la mémoire des victimes. Bernard Ponce, lui, dans un entretien à Paris Match, se dit très pessimiste pour l'avenir et se demande si l'île d'Ouvéa n'est pas déjà indépendante. À Ouvéa, pas d'incident, en tout cas depuis le retour hier des 26 Mélanésiens. Sur place, Rachid Arabe. Ouvéa, hier soir. Les 26 anciens prisonniers autour des tombes de leurs 19 camarades, tués lors de l'assaut de la grotte de Gossana en mai dernier. La tribu entonne un hymne funèbre kanak sur l'air de God Save the Queen. Ouvéa, ce matin. Le calme, le soulagement après le retour des amnistiés tellement craints, tellement attendu aussi. Les 26 personnes libérées ont retrouvé leur famille. Tous ont apparemment reçu des consignes de silence et de discrétion. L'un d'eux a accepté malgré tout de nous parler, mais à visage caché. Cet homme avoue qu'il a renoncé à la violence à contre-cœur. Si nous avons choisi cette voie, c'est pour déstabiliser le pouvoir colonial et rompre avec sa logique. Si nous prenons cette voie, il n'est pas pour autant question de changer de cap. Le cap reste le même, notre indépendance, reste le même but. Et si nous avons signé sur les morts, ce n'est pas pour un retour à la case départ. Maintenant, il faut qu'on avance. En montrant nos capacités de gérer notre avenir, nous montrerons que l'indépendance est la meilleure solution pour tous. Et qu'il est possible de vivre ensemble sans se haïr. La fin de la haine, le retour des amnistiés d'Ouvéa sera un test au cours des prochains mois. Si le calme règne sur cette île, la paix dans le reste de la Nouvelle-Calédonie ne sera peut-être plus tout à fait une utopie. Élargissement sous contrôle judiciaire de 3 membres présumés de l'ex-FLNC, malgré l'avis du parquet. Ils avaient été arrêtés il y a un an à Ajaccio et soupçonnés de plusieurs attentats à l'explosif. La Commission nationale informatique et liberté a donné aujourd'hui son aval à la création d'un fichier informatique à haut risque. Il s'agit d'une forme de recensement des porteurs sains et malades du virus du sida. Un recensement assorti de conditions draconiennes, à commencer par leur accord écrit. Une démarche indispensable pour les recherches épidémiologiques, mais qui se situe à cette frontière ambiguë entre les exigences de la liberté individuelle et les impératifs de la santé publique. Alain Labouze. Un nom qui entre dans cet ordinateur, un système perfectionné de codage et de cryptage. Ici, à l'hôpital La Timone de Marseille, tout est déjà prêt pour la mise en service d'un fichier informatique des personnes séropositives ou déjà atteintes par le sida. Aujourd'hui, cette initiative locale va être étendue à l'échelon national avec le même objectif, aller plus vite, beaucoup plus vite dans la recherche sur le sida. Grâce à ce système, on connaîtra mieux les différentes catégories de malades, d'infections qui touchent ces malades, et on pourra mieux décrire la façon dont la maladie progresse éventuellement chez un sujet qui est séropositif et qui va peut-être petit à petit atteindre le stade de sida. L'anonymat des personnes sera bien sûr respecté et un consentement écrit sera même exigé. Mais ces garde-fous seront-ils efficaces à 100%? On peut craindre qu'une recopie du logiciel qui permet d'anonymiser, voire du logiciel de cryptage ou de décryptage, ne permette à quelqu'un de mal intentionné, compagnie d'assurance ou bien entreprise quelconque, pour connaître les noms de certaines personnes, que ce logiciel ne soit dérobé, recopié
et que, passant des noms dans cette moulinette, si vous me permettez cette expression, permettent de retrouver des gens qui préféreraient ne pas être connus. Entre les impératifs éthiques et les besoins réels des chercheurs, la marge de manœuvre reste étroite, mais le fichier irremplaçable. Sur le plan du droit, mais cette fois du droit international, la France a réussi hier à faire adopter par l'ONU une résolution qui fonde la légitimité de l'action des organismes humanitaires en cas d'urgence. Même si beaucoup de pays du tiers-monde défendent bien sûr d'arrache-pied l'exercice de leur souveraineté nationale, il leur sera plus difficile sous la pression internationale d'empêcher dans certains cas l'acheminement des secours. Ainsi, le Soudan, où vous le savez, les populations du Sud sont pratiquement décimées. Bruno Lodreff. Le massacre silencieux. C'est ainsi que les rares médecins qui peuvent s'y rendre nomment ce qui se passe au Soudan. Ces enfants, ces femmes, ces hommes paient une guerre qu'ils n'ont pas voulu. Depuis des années, les Africains du sud du pays livrent un combat sans merci contre le gouvernement arabe du Nord. En septembre 1987, les organisations humanitaires étaient expulsées du sud, soupçonnées d'aider la guérilla. Le mois dernier, Médecins sans frontières a pu retourner sur place et constater une famine terrible. Chaque semaine, des centaines de morts, silencieuses car le gouvernement local le veut ainsi. La reconnaissance de l'action des organisations humanitaires privées devrait permettre de mieux briser ces silences. De toute façon, il y a toujours des pays qui refuseront, mais il y aura au moins une pression internationale plus forte et puis surtout un texte, une loi, un droit. C'est, je crois, quand même une étape significative que la France a tracée et qui, j'espère, sera suivie par tous. Pour les organisations concernées, le soutien de l'ONU est bien indispensable. Ça n'est pas encore du concret, mais c'est déjà une volonté politique qui, je crois, est très importante. Vous pensez que dans la pratique, ça débloquera les choses? Je suis méfiant, parce que je sais qu'il y a d'énormes méfiances, que les concepts de souveraineté des États sont des choses très, très sensibles et qu'ils ne sont pas encore prêts à ouvrir grand leurs portes. En septembre, la guérilla détruit un convoi d'aide humanitaire au Sud-Soudan. Des centaines de personnes sont mortes de faim. Des drames que l'ONU pourra peut-être aider à éviter. Manifestation monstre aujourd'hui à Bakou et à Erevan. 3 morts la nuit dernière en Azerbaïdjan. Moscou doit faire face dans les républiques du Caucase à des affrontements nationalistes sans précédent. De Moscou, notre envoyé spécial Gilles Rabin. 500 000 manifestants à Erevan, la capitale d'Arménie, autant à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan. La tension est devenue extrême ce soir dans les deux républiques rivales, après l'annonce de la mort de 3 soldats soviétiques dans des affrontements qui ont fait 126 blessés. À Bakou ce soir, des troupes du ministère de l'Intérieur campent devant les maisons habitées par des Arméniens pour les protéger des manifestants azéris. Toute la semaine dernière, des nationalistes d'Azerbaïdjan ont manifesté dans la région de Nakhitchevan, au Nagorno-Karabakh, cette province que se disputent Arméniens et Azéris. C'est au cours de ces affrontements, alors qu'ils tentaient de rétablir l'ordre, que 3 soldats ont été tués. Ni l'agence TASS, ni Radio Moscou n'ont encore parlé de ces événements. Le silence officiel témoigne de l'embarras du Kremlin devant le réveil nationaliste, aussi bien dans les républiques baltes de Lituanie et d'Estonie qu'en Arménie et en Azerbaïdjan. Oui, importante manifestation aussi en Géorgie devant le Parlement de Tbilissi où les députés examinent, comme dans les républiques baltes la semaine dernière, des projets d'amendement à la Constitution soviétique. Grande manœuvre dans le ciel européen et français pour aborder le marché unique de 93. Demain, le ministre des Transports, Michel Delbarre, doit exposer les projets de réorganisation du transport aérien en France, le seul pays à faire voler 3 compagnies. Pas de bouleversement en attendre, mais des ajustements pour renforcer les atouts face à la concurrence internationale. Jean-Pierre Métivet. Voici l'ambiance qui règne entre les 3 compagnies aériennes françaises, Air France, UTA et Air Inter. Et cela au moment où le gouvernement voudrait les voir coopérer face aux envahisseurs du grand marché de 1992. Un marché qui commence déjà. Depuis un mois, à Roissy, des vols réguliers Paris-Londres, moins chers que sur Air France ou British Airways. Cette nouvelle compagnie proposait 30% de baisse sur les tarifs, mais les Français l'ont freiné. Nous accordions à peu près 13 à 15. Donc on était, si vous voulez, c'était un compromis. Mesdames, Messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Veuillez attacher vos ceintures. Et oui, pour les tarifs, 1993, ça va secouer.
Et les 3 compagnies françaises qui perdent déjà des parts de marché voudraient bien trouver la parade. Ainsi, Air Inter, coincé sur les vols intérieurs, et qui demande au gouvernement des droits de trafic dans toute l'Europe. UTA, qui dessert l'Afrique et l'Océanie, des marchés qui ne vont pas très fort actuellement, souhaite lui aussi voler en Europe. Et puis Air France, le géant, qui ne veut rien céder à ses petits camarades et aimerait bien regrouper tout le monde sous ses ailes en une seule grande compagnie. Alors un mariage, le gouvernement y pense. Seulement voilà, les 3 véritables barons noirs du transport aérien français ne s'entendent pas. Bernard Attali, nouveau patron d'Air France, Pierre Elsen, PDG d'Air Inter qui souhaitait la présidence d'Air France, et Jérôme Sédou, le propriétaire de UTA, peut-être la victime des choix de demain. Il n'obtiendrait aucun droit supplémentaire. À partir de 92, si UTA, par exemple, obtient des droits de trafic supplémentaires, il sera difficile de les lui enlever si un jour, par hypothèse, elle venait à se négocier avec une compagnie étrangère. Un dossier très délicat. Le gouvernement devrait choisir demain l'atterrissage en douceur et opter pour des compagnies françaises complémentaires et non pas concurrentes. Il est noir, il est lisse, il est superbe, il faut bien le dire, il a la forme d'un boomerang et vous le voyez, il est enfin sorti du secret qui depuis près de 10 ans le protégeait des regards indiscrets, mais personne n'a pu photographier son arrière. Il s'agit du bombardier stratégique américain, le B-2, indétectable jusqu'à présent à tous les systèmes de surveillance. Tout aussi indétectable, semble-t-il, ou plutôt inattrapable, ce petit avion qui, une nouvelle fois hier soir, a survolé en plein Paris le palais de l'Élysée. S'agirait-il d'une nouvelle apparition du Baron Noir? Notre spécialiste Patrice Pelé. Hier soir, 8h30, toujours la même chose, un bruit de moteur. Une fois de plus, un avion viole l'espace aérien de la capitale. Mais pour une fois, Poli, le pilote, téléphone avant de s'installer aux commandes. Il appelle, et oui, à la Fédération nationale aéronautique. Et c'est passé qu'à 16h30, nous avons eu à la Fédération nationale aéronautique un coup de téléphone tout à fait inhabituel. Une voix très jeune qui nous a un petit peu chanté « Je suis le Baron Noir, je vais traverser Paris ce soir ». Immédiatement, Bernard Perronnet prévient l'aéroport du Bourget qui répercute les informations sur Orly et Roissy. Donc, pour pénétrer dans la zone de Paris du Bourget ou d'Orly, il faut absolument déjà avoir un appareil qui a la radio et contacter Orly et le Bourget. Bien entendu, celui qui survolait Paris hier n'avait pas signalé sa position à la tour de contrôle et rien sur les écrans radars. Une balade de plus à 150 mètres d'altitude selon des témoins. Le Baron Noir n'en fait qu'à sa tête. Le Baron Noir vous salue bien. Une prise de vue à quel endroit ? Le prêtre vaquait tôt dans son église ce matin. Une vieille dame était là. Ils sont morts tous deux dans l'incendie provoqué par une explosion de gaz dans la cathédrale de Moulins. Emmanuel Vanier. Les victimes, le curé de la paroisse, l'abbé Legout, et une femme qui l'aidait régulièrement à préparer la messe. Ils se trouvaient dans cette chapelle attenante à la cathédrale. La déflagration a fait s'écrouler sur eux le plafond de l'édifice. L'explosion due à une fuite de gaz a provoqué des dégâts importants dans les magasins alentours, mais elle a épargné les nombreux chefs-d'œuvre de cette collégiale des ducs de Bourbon. Un inspecteur de police devant le tribunal. En décembre 86, Patrick Savret avait tué d'un coup de feu Abdel Ben Yahya, un jeune Français d'origine arabe qui voulait s'interposer dans une rixe. L'inspecteur n'était pas en service, il avait 1,89 g d'alcool dans le sang. En juin 87, l'enquête démontrait que le policier n'avait pas été menacé. Inculpé d'homicide volontaire, il risque la réclusion à perpétuité. 7 gros bonnets de la drogue remis en liberté parce que ce document, le titre de détention, n'était qu'une photocopie non certifiée conforme. Un vice de forme juridique qui annule toute la procédure. Le démantèlement du réseau, qui avait importé 40 kilos d'héroïne pure pour un bénéfice de 45 millions de francs, avait demandé 3 ans d'enquête aux policiers. Tout leur travail est réduit à néant. Pour la première fois, un Français à la tête d'Interpol, Yvan Barbeau, actuel directeur général de la police nationale, dirigera donc pendant 4 ans la police sans frontières à laquelle adhèrent 146 pays. Le rôle essentiel d'Interpol, dont le siège sera bientôt transféré de Saint-Cloud à Lyon, collecter des renseignements et les transmettre à ses adhérents. La dépouille mortelle de Christina Onassis est en route vers la Grèce via Genève. Un avion de la Swissair vient de quitter Buenos Aires.
Pas question de diffuser en France des coloriages qui vont à l'encontre du droit moral des auteurs. Ainsi en a décidé le tribunal de grande instance de Paris, saisi par une société de distribution qui voulait exploiter la version coloriée du chef-d'œuvre de John Huston, en noir et blanc, Asphalt Jungle, bizarrement traduite en français, Quand la ville dort. Stéphane Magnier. Au départ, le processus a été présenté comme un dépoussiérage des chefs-d'œuvre du noir et blanc. Avec un procédé informatique où on désignait des zones à teinter et la couleur choisie, l'ordinateur faisait le reste. Le tout prenait 1 mois par film au prix de 25 000 francs la minute. Ce coloriage, largement utilisé à la télévision américaine, y a pourtant soulevé une véritable tempête. Certains auteurs refusant qu'on touche à leur œuvre sans leur autorisation, comme Woody Allen. Ils avaient pourtant été déboutés, la loi américaine ne reconnaissant pas les droits moraux des auteurs. En revanche, ce droit existe en France depuis la Révolution. C'est ce qu'ont plaidé les héritiers de John Huston à l'occasion de l'annonce de la diffusion par la 5 de la version coloriée de Quand la ville dort. Et en leur donnant raison aujourd'hui, le tribunal de Paris vient de donner un argument de poids aux sociétés d'auteurs espagnoles, portugaises et italiennes qui sont engagées dans le même processus. Ces 3 sociétés ont déjà en main tout le dossier de l'affaire Huston. Nous allons leur envoyer ce jugement superbe pour nous, et ces sociétés vont voir comment, d'après leur législation nationale, elles peuvent elles aussi empêcher le débarquement, non pas superbe des Américains du 6 juin, mais affreux des Américains de la colorisation. On pourra pourtant sans doute voir en France d'anciens films noirs et blancs coloriés, car cela ne pose pas de problème lorsque l'auteur est d'accord. En revanche, avec ce jugement, les auteurs dramatiques espèrent aller plus loin. Faire reconnaître les droits d'auteur par les Américains à l'heure où la législation audiovisuelle doit s'internationaliser. Très vite maintenant, les pronostics de Pierre Elbrès pour le quartet de demain à Vincennes. 19 donc, 13, 17, 5, 10, 2, 7 et 3. Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol. Ensuite, plus tard dans la soirée, le dernier journal avec Henri Sagnier. Demain, invité des 4 vérités, le ministre conseiller de l'ambassade soviétique à Paris, Oleg Krivonogov, à l'occasion de la prochaine visite à Moscou du président Mitterrand. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain.